Jérém Star, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueur spécialisé dans la télé-réalité. Vous êtes une vedette, sinon la vedette des ados et des réseaux sociaux. Et c'est pas un petit business, vous revendiquez 10 000 € mensuels de revenus, c'est vrai? Alors c'est vrai et faux. Ah, J'ai dit donc pour Le Figaro effectivement que je gagnais plus de 10 000 € par mois, mais le problème c'est qu'en voyant la tête de la journaliste qui était en train de développer des plaques rouges au visage, je me suis arrêtée. J'ai senti qu'elle était mal à l'aise et que le fait que je gagne de l'argent la dérangeait, donc ce n'est pas ce montant-là, c'est plus. c'est beaucoup plus. Vous publiez un livre écrit avec la journaliste Clarisse Mérigeau. Ça s'appelle Télé-réalité, le manuel pour percer. On va en reparler. Sur la couverture, vous êtes dans votre bain avec un petit canard jaune. Alors avant qu'on parle du livre, expliquez, c'est quoi votre métier, c'est quoi votre activité? Alors mon métier, c'est tout simplement journaliste, spécialiste de la télé-réalité et Mais, businessman. mais vous faites pas que ça. Je fais pas que ça, je fais beaucoup de choses en rapport avec mon image, de prestations événements, de Vous business autour de conseillez, mon vous image. conseillez les gens de la télé-réalité. Voilà, également conseiller en image. Je me suis laissé dire que Nabila en Mère Noël à Lausanne, c'était vous, c'était votre idée. Oui, c'était une idée de moi, effectivement, cet événement et cette tenue. Vous avez vraiment touché 2 000 € pour 2 heures? Nabila n'a pas touché 2 000 €. Non, vous. Oui, oui, oui. Et elle? Elle a touché bien plus, hein. Et alors vous gagnez combien alors? Par mois? Ouais. Par mois, ça dépend vraiment, en fait. C'est vrai que je gagne plus de 10 000 € par mois, comme je l'ai déjà dit. Mais effectivement, je pense que ça va scandaliser tout le monde. Mais écoutez, c'est pas grave, je ne le vole pas, mon argent. Voilà, ça peut monter jusqu'à 40 000 € par mois. Waouh! Je m'attendais pas à Bah, avec ça. toutes les activités, ça va vite, hein. Ah bah ça va vite, dis donc, moi j'aimerais bien gagner ça en faisant des interviews dans ma baignoire, parce que c'est Je ce ne que fais vous pas que faites. ça. On vous voit faire des interviews dans votre baignoire de gens de la télé-réalité qui sont ensuite mises sur Internet, et vous récupérez l'argent avec la pub, c'est ça? Alors oui, effectivement, tout ce qui est site internet, news people et vidéos sur YouTube, effectivement, il y a, ce système effectivement, voilà, de publicité qui rémunère. Mais, on va dire que, le gros pourcentage de mes revenus ne provient pas que de la pub. Je fais également beaucoup de choses qui justement qui sont liées, voilà, au commerce et au business de mon image. Alors quand on regarde les photos de vous dans votre baignoire sur Internet, pardon de vous dire ça, mais c'est très sexiste. Parce qu'il y a beaucoup de garçons totalement nus, Oui. jamais de filles totalement nues. Elles sont toujours en maillot, pour quelle raison? Ah Vous aimez bien, pas les filles nues? c'est pas ça, mais c'est qu'après, c'est censuré malheureusement sur YouTube. Je Ah! serais le premier à vouloir qu'elles exhibent leur rustine. Mais le problème, c'est que malheureusement, non, on ne peut pas. Et pourquoi pas les garçons? Bah, les garçons sont torse nu, un téton Non, de non, non, garçon a non, toujours non, moins non, non, choqué non. qu'un Il téton y de a fille. plein de photos de garçons sur Internet, tout nus, debout, dans votre baignoire. Ah oui, non mais ça c'est le shooting après, lorsque Voilà. certains candidats ont envie de se dévêtir. Alors je pose Bon la bah question écoutez, différemment. Pourquoi il n'y a pas de filles toutes nues dans le shooting? bien parce qu'on a déjà vu, on va dire, l'intégralité de leur intimité dans les programmes télé, donc en fait on les connaît par cœur, il y a plus besoin. Puis étant donné que je suis gay, c'est vrai qu'une fille à poil, ça m'excite pas trop, hein. On revient au livre chez Hugo Images, Télé-réalité, le manuel pour percer. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la télé-réalité? Alors moi, ce qui me fascine et me fait rire, voilà, dans la télé-réalité, c'est justement ce côté un petit peu, stupide qui m'amuse beaucoup. Parce que voilà, la télé-réalité, évidemment, je ne la prends pas au premier degré, je la prends, au second degré. C'est une gigantesque blague, comme je le dis souvent et quelque chose dont il faut rire. Donc voilà, la télé-réalité, moi, c'est un petit peu ma génération. J'ai grandi avec ça, c'est un format, qui m'amuse. Je suis très friand de ce genre de programme et voilà, j'ai choisi d'en faire ma spécialité. Alors vous dites une des phrases qu'on entend le plus, vous la défoncez, vous dites rester soi-même, c'est le message creux inventé par des imbéciles, destiné à être indéfiniment répété par la cargaison d'illettrés qu'inventent chaque année les émissions de télé-réalité. Mais je me dis, mais comment fait-il ensuite pour être copain avec les productions et avec les candidats? Alors avec les productions, je suis, très souvent en guerre, hein, j'ai pas mal de procès avec des productions. Et avec les candidats? Avec les candidats, en revanche, ça se passe plutôt bien parce que voilà, je pense que les candidats ont compris que voilà, c'était, léger, que je rigolais, mais que Ouais, c'était pas bien méchant. Je pas. les taquine, je les pique, c'est aussi mon rôle. Oh dis donc, vous allez plus loin que ça, vous les traitez d'imbéciles, d'idiots, parce Beh, que j'ose pas dire con. mais enfin, mais ils le savent ça, je leur apprends rien. Bah, évidemment! Enfin, la majorité n'ont pas le bac, je veux dire, je ne leur apprends rien. Je vais pas leur lécher le cul sous prétexte que, voilà, j'ai envie de les avoir en interview. Quand on vient dans ma baignoire en interview, on sait que je suis piquant, que je me moque et voilà, il y a rien de nouveau, vraiment. On peut être très intelligent sans le bac. Alors, il y a des phrases de candidats, mais je dis c'est pas possible. Vanessa dans Secret Story 3, j'aimerais que c'est John qui part et Kevin qui revient pour qu'il fasse montrer qui il est. Oui, il y a beaucoup de problèmes de concordance des temps, hein, ça c'est récurrent chez les candidats, c'est très difficile. Le Mais, Becherel a été brûlé à la naissance, hein. et alors, vous racontez des épisodes, est-ce qu'ils ont vraiment existé? Est-ce qu'il y a vraiment un candidat des anges de la télé-réalité qui a giflé une candidate avec son sexe? Biflé! Ouais.
Mais Exactement, ça vra avait fait scandale. J'avais sorti la séquence sur mon site. Donc les médias s'étaient pas mal emparés de l'affaire parce qu'effectivement, c'était considéré comme une agression sexuelle sur une femme, hein. ouais. Effectivement, ça a eu lieu. Et puis malheureusement, j'ai obtenu la vidéo et je l'ai sortie. Ça fait partie des dérapages, hein, sur un programme de télé-réalité avec des candidats qui vont toujours plus loin et qui sont dans un microcosme finalement et qui perdent Mais un petit peu toute notion de réalité. est-ce que c'est organisé et est-ce que La bifle. la candidate est consentante? Ah bah, bien évidemment que non! Surtout que la candidate avait plus de 50 balais, donc non, je ne pense pas que non, ce n'était pas du tout prémédité, non, c'était pas du tout organisé, c'est ça qui a justement fait scandale. Hem, heu, vous avez quand même un certain cynisme. Dans le livre, vous classez les fans de télé-réalité en 3 catégories, je vous cite: la pucelle à appareil dentaire, l'étalon et la morue. Est-ce que c'est votre vision de la jeunesse? C'est pas vraiment de la jeunesse, c'est vrai que j'ai tendance à appeler mes fans les pucelles à appareil dentaire. Je m'en amuse parce que c'est un public extrêmement jeune. Les étalons, eh bien, c'est ces garçons, voilà, musclés, stéréotypés, qui veulent faire de la télé-réalité. Et les morues, bah, c'est tout ce qu'on voit un petit peu dans le nord et dans le sud, hein. Ce sont, voilà, ces morues avec des grands ongles, voilà, des coupes-crottes, hein, les strings. Un petit peu tout ce cliché, finalement, qui fait qu'une bonne candidate de télé-réalité aujourd'hui, eh bien oui, c'est une morue. Au-delà de l'ironie, et du second degré, il y a plus grave, c'est vous dites qu'il y a parfois du suicide et que parfois vous vous occupez de candidats ou de candidates et que vous avez presque, sauvé du geste ultime. Oui, c'est vrai que, j'ai aussi cette casquette justement, j'allais dire d'assistant social, mais c'est plus que ça, de psychologue, parce que je ramasse, à la cuillère des candidats après des émissions, qui sont détruits. On a tendance à voir la télé-réalité comme un amusement, mais non, c'est très difficile. Il y a beaucoup de pression, de stress. C'est des tournages extrêmement difficiles avec des productions qui parfois ne ménagent pas les candidats, qui les jettent comme des merdes et effectivement, j'ai réalisé un reportage sur Angie, ancienne candidate de Secret Story, qui a été retrouvée inanimée dans sa chambre d'hôtel après avoir ingurgité des médicaments. Et très, très, très souvent, je suis confronté à ces jeunes qui sont sans repère, perdus et qui pourraient commettre l'irréparable. Je vais être sérieux 30 secondes, même plus que 30 secondes. Je vais être sérieux, est-ce que vous pensez que ces gens-là se suicident à cause de la télé-réalité ou parce qu'auparavant déjà, ils étaient perdus et ils se sont jetés dans la télé-réalité en pensant que ça allait les sauver? Voilà, attention, la télé-réalité, je ne pense pas qu'elle tue. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les personnes qui sont faibles, c'est qu'elles n'ont pas été détectées par le psychologue. Normalement, chaque émission a un psychologue. Malheureusement, on se rend compte à chaque fois que ces personnages faibles, eh bien, le psychologue les laisse passer. Et finalement, la faiblesse d'un candidat aujourd'hui va intéresser les productions parce qu'il est davantage manipulable. Donc, je pense que finalement, le souci dans ces suicides, dans ces personnages faibles, ça vient pas du programme en lui-même. Ça vient surtout, effectivement, de l'enfance, du vécu de la personne et du psychologue qui, selon moi, ne fait pas son travail aujourd'hui avant une sélection dans un programme de télé-réalité. C'est grave ce que vous dites. Vous dites que les productions choisissent à dessein des candidats faibles, fragiles? Oui, mais c'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau. Je l'ai vu pour avoir intégré des tournages. Des personnages faibles ont toujours été, davantage manipulés par des productions parce que le personnage faible, il osera pas se rebeller. Ça, Il j'ai bien compris. acceptera Ma question tout. était, est-ce que volontairement, ils choisissent au casting des gens faibles? Je pense que, c'est pas la condition numéro un de choisir quelqu'un de faible. Je pense pas qu'il y ait cette volonté comme ça de choisir le plus faible possible. En revanche, lors des castings, lorsqu'on se rend compte qu'on a un candidat faible et manipulable, effectivement que ça va intéresser les productions, et ça fait partie aujourd'hui, oui, de quelque chose qui rassure finalement une production parce qu'ils savent qu'ils arriveront à faire ce qu'ils veulent de ce personnage. Vous vous amusez de la vous vous amusez de la télé-réalité, mais je vous posais une question sérieuse. Si vous avez des enfants un jour, est-ce que vous les laisseriez s'inscrire? Je ne pense pas que je les laisserai s'inscrire. En tout cas, vous savez, quand un enfant a envie de faire quelque chose, même si les parents sont là, c'est difficile, hein, de lutter. Donc si vraiment un jour j'ai des enfants et qu'ils ont envie de faire de la télé-réalité, je pense que je leur ferai un petit camp d'entraînement, une formation, intensive pour justement les mettre en garde sur les effets pernicieux et dangereux et pour leur apprendre à manipuler les productions avant que ce soit l'inverse. Mais évidemment, je n'encourage pas du tout mes enfants ou même la jeunesse en général à faire de la télé-réalité. On ne devient pas une star en faisant de la télé-réalité et la télé-réalité, certes, va générer de l'argent, mais n'est pas un métier. Aujourd'hui, il faut travailler. Je sais que dans mon livre, je donne l'illusion de cette télé-réalité qui permet de gagner beaucoup d'argent sans s'emmerder au chantier et finalement en faisant de la merde. Je le sais. Simplement, il faut que les jeunes en prennent conscience. Ce n'est pas un avenir. Jérém Star avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.
Jérém Star avec nous, blogueur spécialisé dans la télé-réalité qui vient de publier chez Hugo Images Télé-réalité, le manuel pour percer, et on le voit dans son bain avec son petit canard jaune. J'en parle parce qu'on le voit partout. Vous êtes une vedette des réseaux sociaux, 1,1 million de followers sur Twitter, idem sur Instagram, 1 million sur Facebook. Vous êtes le numéro 1 français sur Snapchat, mais vous n'avez pas de page Wikipédia. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? C'est vous qui l'avez bloqué? Oh non, mais Wikipédia, faut arrêter au bout d'un moment. Wikipédia, c'est participatif, chacun écrit toutes les conneries qu'il veut et ça s'efface à volonté. Donc c'est vous qui l'avez fait interdire? Pas du tout. Il y a tout un tas de gens qui se sont mis à écrire Mais non, il y en ma a page pas. Wikipédia. Si, mais simplement le Mais non, lendemain, je suis elle allé voir ce sautait. matin, il y en a pas. Oui, mais parce qu'elle saute tous les jours et puis elle est réécrite le lendemain et puis ceux qui m'aiment pas la suppriment. Moi, C'est pas franchement, vrai. Wikipédia, c'est bon. J'en ai absolument rien à foutre d'avoir une page Wikipédia. Franchement, c'est has-been. Alors, question de vieux, vous êtes le numéro 1 français sur Snapchat. Alors, expliquez le principe à tous les gens qui n'y connaissent rien. C'est quoi et ça fonctionne comment? Je vais vous dire tout ce que je sais. C'est des photos qui arrivent et au bout de 10-15 secondes, elles disparaissent. Voilà, alors Snapchat, c'est un réseau social qui s'inscrit dans l'instantanéité. Ouais. C'est-à-dire que c'est un petit peu la génération d'aujourd'hui. Tout va très vite, tout passe très vite. Voilà, c'est Snapchat, c'est-à-dire qu'on publie des clichés ou des vidéos qui ont une durée de vie limitée. Attention, ça c'est quand on envoie en privé. Il y a également la Stories, qui est un petit peu comme le mur Facebook, où il est possible de se filmer et de mettre un petit peu sa vie. Mais pareil, ça a une durée par contre de vie de 24 heures. Au bout de 24 heures, elle disparaît. C'est le réseau social finalement numéro 1 des jeunes. C'est ce que vous aujourd'hui. faites. C'est ce que je fais. Ça me permet finalement de me filmer au quotidien, d'inventer la nouvelle télé-réalité 2.0 sur Snapchat. C'est mon quotidien, dans mon lit, aux toilettes et dans la salle de bain. Non, vous filmez aux toilettes? Ah bah toujours. Alors moi j'adore parce que dans mes toilettes, il y a un mur de mecs nus. Ça fascine toujours tout le monde. Donc quand on est en train de faire ses besoins, on a toujours la vue sur des beaux fessiers, des beaux postérieurs. C'est extrêmement excitant. Mais c'est quoi la limite entre vie privée et vie publique? Ah, il n'y en a plus. Là, pour le coup, j'ai basé tout mon business sur ma vie privée. Je me filme, comme je vous le disais, partout. J'ai offert finalement à ceux qui me suivent une immersion totale dans ma vie privée. Et Mon les gens- personnage réside finalement sur cette vie privée que je mets en scène au quotidien. Donc, il n'y a plus de vie privée, vraiment. Puisque vous en parlez, vous parlez de votre personnage. Jérém Star, c'est évidemment un pseudonyme. Votre vrai nom, si je suis bien informé, c'est Jérémy Giclon. Et Ouh là là, ça se prononce pas comme ça. je me suis dit, il a bien dû se faire chambrer au lycée. Oui, bah non, parce que justement, ça Comment se on prononce prononce Gisclon. S'il y a un S, il n'est pas muet. Hein. D'accord. Non, non. Vous parlez de personnage. En quoi vous êtes un personnage? Je sais pas si je suis un personnage, en tout C'est cas, vous il qui en semblerait parlez. que j'amuse les gens. Jérém Star, effectivement, de naissance, est un personnage fantasque et décalé. Non, mais est-ce que quand vous êtes, par exemple, dans votre famille, vous êtes comme ça, exubérant, Non, volubile? Non, il m'arrive d'être calme et posé, hein. Mais globalement, j'ai ce grain de folie en moi qui définit un petit peu ce personnage. Surtout, ce qui fait le personnage Jérém Star, c'est toutes ses identités vocales. C'est-à-dire tous ces petits cris auxquels la jeunesse s'identifie. Les plus loin. Ah non, mais je hurle, poule pondeuse et les cris du cochon qui cartonnent. Donc ça, c'est un petit peu tout le personnage Jérém Star. C'est un ensemble, finalement, de syndrome Gilles de la Tourette. Vous avez envie de devenir célèbre à 17 ans? Oui. Pour quelle raison? Je pense que c'était une envie, voilà, comme tout le monde, Je veux dire, d'avoir... non pas comme tout le monde. Si, Je veux dire tout le monde a sens de envie ma question. reconnaissance. Il y a 40 ans, quand on posait la question aux jeunes de quoi avez-vous envie, ils disaient devenir riche. Et maintenant, c'est devenu devenir célèbre. C'est vrai. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être riche. À l'époque, je voulais être célèbre. Pourquoi je voulais être célèbre? Parce que voilà, je faisais partie de cette génération qui a vu des Loana et compagnie devenir des stars dans des lofts et que je me suis dit, mais merde, je peux faire tellement plus de choses que ces gens-là. Donc moi aussi, j'avais un petit peu envie d'intégrer ce système et de voir un petit peu comment on peut façonner sa célébrité. Ça m'intéressait et je pense qu'aussi, je l'explique aussi par ça, dans mon enfance, j'ai jamais dit je t'aime à mes parents, j'ai jamais eu de rapport fusionnel avec mes parents et j'avais, oui, une envie un petit peu de reconnaissance, un désir d'être aimé. Et je pense que ça s'est traduit aussi par cette façon, voilà, d'en faire un peu trop et de vouloir être célèbre à n'importe quel prix à l'époque. Vous n'étiez pas aimé par vos parents? Si, bien sûr, je pense que tout parent... Vous venez de dire, aime- mon désir c'était d'être aimé. Oui, enfin en tout cas qu'on me le montre, parce que je pense que comme tout parent, effectivement, on aime ses enfants, mais on est très pudique dans la famille et c'est vrai qu'on me l'a jamais dit et j'ai besoin de l'entendre, qu'on m'aime. Enfin en tout cas, j'avais besoin de l'entendre à l'époque. Alors, si je suis bien informé, vous avez commencé par un coming out excessif, selon Oui. vos termes, un blog érotique gay. Oui, exactement. Je me foutais entièrement à poil sur les plateaux télé. J'envahissais les plateaux télé de Morandini, de Coé avec des Godemiché.
Voilà, c'était effectivement, un coming out très sulfureux, parce que ça m'amusait comme aujourd'hui de provoquer, de déranger, d'être un parasite médiatique. Ça me faisait beaucoup rire et parce que, faut savoir qu'à l'époque, mon métier, en parallèle de mes études, c'était de faire du buzz. On m'appelait dans des émissions: «Bon, bah, Jérém Star, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Est-ce que tu peux te foutre à poil? Ça va cartonner, tu seras dans tous les zappings». On me sollicitait finalement pour apporter, du buzz dans des émissions. Alors moi, ça m'amusait, j'étais peut-être un peu naïf à l'époque, on profitait de moi, on m'utilisait. C'est pas grave tant que je contrôlais la chose, ça me faisait rire. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait franchement arrêter parce que bon, au bout d'un moment, mon cul a commencé à ne plus être vraiment ferme. Vous avez quel âge? 26 ans. Le jour où la télé-réalité s'arrête et n'est plus diffusée, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, je créerai la nouvelle télé-réalité, C'est-à-dire? c'est-à-dire la télé-réalité 2.0 sur internet avec mes propres personnages, avec un nouveau concept, avec des choses qui vont peut-être